Tous et bienvenue dans ce webinaire sur les chiffres clés de l'influence marketing en 2026. On va voir tout ça ensemble. Merci beaucoup d'être présent. On va attendre quelques minutes avant de commencer la session. Ce que je vous propose en attendant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter Influence for You en quelques minutes. Donc moi, je suis le fondateur d'Influence for You. Influence for You, c'est une technologie qui vous permet de faire toute votre influence. C'est-à-dire que ça va vous permettre, à travers nos différents modules, de trouver tous les créateurs pertinents. Donc notamment le premier module, qui est un module Discovery, qui permet d'accéder à 275 millions de profils d'influenceurs. Le module Project.ai, qui permet de gérer vos campagnes d'influence de A à Z jusqu'au reporting avec l'intelligence artificielle, et notamment de faire des castings via l'IA. Le module Marketplace, qui est un module qui permet de faire du gifting. Et enfin, un module qui n'est pas de l'influence, mais qui est de la création de contenu via des comédiens, des créateurs de contenu, qui s'appelle le module Video Ads UGC. Si vous souhaitez en savoir plus et que je puisse vous présenter les différents modules par rapport à vos besoins, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Je vous mets l'adresse de mon agenda dans le chat. Ce sera avec plaisir que je puisse répondre à vos différents besoins. Voilà, je vois que les gens se connectent. On va commencer sans plus attendre sur ce webinaire sur les chiffres de l'influence en 2026. Pourquoi cette présentation? Parce que c'est toujours utile à un moment de prendre du recul et de se dire, est-ce que l'influence c'est fait pour moi? Comment ça évolue? Est-ce que ça performe mieux qu'avant? Quels sont les réseaux sociaux les plus pertinents, etc. Donc d'identifier les tendances avec des vraies données de marché, de prendre du recul, le tout étant dans une logique très opérationnelle pour lancer des campagnes d'influence les plus efficaces possibles. Donc on a lu plus de 1500 pages d'études issues de tous les acteurs de l'influence marketing en France, Influence for You bien sûr, mais aussi l'UMIC, l'Union des marques et des créateurs de contenu, Reach, Call Square, Meltwater, la RPP, l'Union des marques, etc., etc. Donc on a compilé tous ces rapports pour vous permettre de vraiment avoir une vision claire des tendances, des données, prendre du recul et lancer des actions. On a composé ce webinaire en 5 parties. Le marché français, des benchmarks notamment entre TikTok et Instagram. Quel est l'impact et comment l'IA est utilisée aujourd'hui chez les annonceurs et chez les agences, des idées de reporting, de ROI et de performance de l'influence marketing, et enfin les évolutions humaines des métiers dans le marketing, dans les créateurs de contenu. Donc on a compilé tous ces chiffres et on va vous donner ces éclairages. Et à la fin, on pourra terminer par des questions-réponses, mais je préfère que vous les mettiez directement dans le chat, ce sera plus utile, plus interactif. Alors, premièrement, le marché français, bilan 2025/2026. Le marché français de l'influence marketing, c'est 600 millions d'euros. Voilà, donc ça commence à peser, hein. On parle de 200 000 créateurs, 600 millions d'euros, c'est quand même un plan d'activité non négligeable. On partait de zéro il y a 10 ans. C'est une progression d'à peu près 15% par rapport à l'année dernière. Et ce qui est remarquable aussi, c'est que 83% des marques ont mené des campagnes d'influence en 2025. C'est 9 points de plus, donc c'est énorme par rapport à 2024. L'influence est quelque chose qui, aujourd'hui, pèse dans le poids de la communication. Ça pèse, mais d'un autre côté, c'est très faible encore aujourd'hui. C'est plus que le cinéma, mais c'est à peu près entre 3 et 4%. On le voit, l'évolution des investissements publicitaires. Le marché de la communication publicitaire média, hein, c'est-à-dire télé, radio, presse, médias digitaux, etc., c'est 18 milliards à peu près. L'influence avec 600 millions, ça représente 3,3% des dépenses médias. Sachant que le marché de la communication globale, c'est plus de 35 milliards par an si on intègre les aspects promo et les aspects hors médias. Voilà, donc retenez ces chiffres-là pour vous donner un ordre d'idée. C'est à la fois encore petit, mais ça devient visible dans les plans médias. Ce qui a marqué 2025, si on devait résumer aussi, c'est quoi? C'est le fait que c'est un marché qui commence à devenir mature, notamment grâce à la loi de juin 2024 sur l'influence marketing. 84% de conformité des posts sur les réseaux sociaux, ça c'est l'RPP qui l'a mesuré. En gros, tous les posts commerciaux on doit répondre à cette loi sur l'influence en termes de transparence déjà, indiquer que c'est un post sponsorisé, mais aussi des problématiques réglementaires du type loi E20,
des réglementaires sur le greenwashing, etc., etc. Et donc la RPP voit que 84% des postes sont conformes. C'est très très au-dessus de ce qu'il y avait les années passées. Ça montre que c'est un marché mature et que les influenceurs, les marques et les agences aujourd'hui connaissent les règles. Il reste encore 16%, mais c'est en très forte progression par rapport à les années passées. On sait que les règles ne sont pas si simples et quand on est un petit influenceur, c'est pas forcément facile de les connaître. En tout cas, on voit que ça diffuse. Ce qui a marqué 2025, c'est l'intelligence artificielle qui est utilisée aujourd'hui dans 80% des workflows des productions des contenus agences. On va le voir dans quel cas, mais l'IA est vraiment devenue quelque chose qui fait partie du travail des agences aujourd'hui. Et enfin, 70% des marques exigent des dashboards de conversion. Donc on voit que c'est pas juste combien j'ai fait de vues, mais c'est aller beaucoup plus loin pour se dire finalement combien ça a concrètement rapporté, que ça puisse être en termes de leads, en termes d'abonnés supplémentaires ou en termes de vente. Voilà les piliers marquants de 2025. En termes de marché, pour continuer, on a parlé de chiffre d'affaires. On sait aujourd'hui qu'il y a 47 200, d'après l'étude de l'UMIC, 47 200 postes qui citent au moins une marque. Et ça fait 322 000 mentions de marque par an. Alors qu'est-ce que ça représente? Finalement, ces mentions de marque, c'est de la visibilité pour les marques, sachant qu'un post en moyenne fait à peu près 20 000 vues. Donc vous voyez la puissance média que ça peut représenter. Chaque créateur qui a mentionné une marque, sachant qu'une petite partie des créateurs seulement mentionnent des marques, on parle de à peu près 200 000 créateurs de contenu en France, c'est-à-dire qu'un quart à peu près mentionne des marques, et ces créateurs qui mentionnent des marques mentionnent en moyenne 8 marques par an. Après, la question c'est est-ce qu'elles le font dans le cadre d'opérations sponsorisées ou pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que seuls 15% des contenus où il y a des mentions de marque sont des contenus sponsorisés. 85% des mentions de marque sont des mentions naturelles. Donc on voit que les créateurs de contenu aiment parler des marques et dans 85% des cas, ils le font de façon gratuite. Et dans 15% de façon rémunérée. Et c'est ces 15% de collaboration commerciale qui représentent ce marché de 600 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà. Ça vous donne un peu des idées de taille de marché. Je ne sais pas s'il y a des questions sur le chat. N'hésitez pas à les poser, j'y répondrai au fil de l'eau, je pense. Le but pour les marques, c'est donc de garantir cette visibilité. On va voir pourquoi c'est si important d'être présent sur les réseaux sociaux. L'une des premières réponses, c'est que aujourd'hui, le temps passé derrière un écran, c'est 6h40 par jour en moyenne dans le monde, dont 2h30 sont réalisés sur les plateformes sociales. Le reste du temps, c'est à travailler sur Excel, PowerPoint, etc. Vous l'avez compris. Mais donc, on voit que le temps passé sur les réseaux sociaux, c'est à peu près 40% du temps passé derrière des écrans, 2h30 par jour. En France, c'est moins que la moyenne mondiale, puisqu'on passe que 1h55 par jour. C'est quand même en progression régulière, plus 7 minutes, c'est pas négligeable, mais c'est moins que dans le reste du monde, le temps passé sur les réseaux sociaux. En tout cas, retenez, ça c'est vraiment très important, que 1h55 est passé par jour en France sur les réseaux sociaux. Et qu'est-ce que font les gens qui regardent les réseaux sociaux? Ils regardent les créateurs de contenu. Et donc, on a 2 heures, quasiment 2 heures par jour de temps de cerveau qui sont du temps de cerveau accordé aux créateurs de contenu. En moyenne, en France, qu'on soit vieux, qu'on soit jeune, vous voyez la puissance quand même des réseaux sociaux. Et donc, une marque, pour exister, doit être présente sur les réseaux sociaux. Une autre étude montre que ce n'est pas 2h30 dans le monde, mais c'est 2h20. Et cette étude contredit l'étude précédente, puisqu'ici on disait que c'était en progression. Et là, c'est une étude qui montre que les réseaux sociaux dans le monde sont plutôt en stagnation, voire en diminution. Donc on peut avoir de temps en temps, ça c'est intéressant quand on fait des études croisées, d'études justement, des contradictions entre les études. Là, on a des études qui montrent que les réseaux sociaux progressent et une autre qui montre que ça diminue. Je pense que globalement, 2h20, 2h30, c'est énorme et qu'on a quand même atteint un pilier, un pic, je veux dire, d'utilisation des réseaux sociaux dans le monde. Si je m'attache à la France, je le compare avec la télé. En moyenne, dans le monde, la télévision, c'est 1h25. En France, c'est 3h19. On est en France des hyper consommateurs
de télévision. Et donc on passe plus de temps en France à regarder la télé que sur les réseaux sociaux, 1h55 comme on l'a vu tout à l'heure. Alors que dans le monde, c'est l'inverse, les réseaux sociaux sont largement devant la télé. Quand on parle de télé, on parle aussi de télé, y compris la VOD, puisque 50% du temps passé à regarder la télé l'est aujourd'hui sur Netflix, Prime Video et Disney+, etc. Donc attention à ça aussi, quand on parle de télé, c'est un changement de télé, c'est aussi cette télé-là. Maintenant, quand on regarde en France plus précisément, les réseaux sociaux représentent 1h55, comme on l'a dit, sur tous les âges, mais quand on regarde les 15-49 ans, les moins de 50 ans, c'est 2h20, donc on se rapproche de la moyenne mondiale qu'on a vu tout à l'heure, 2h20 c'est pile ça, et donc c'est beaucoup plus que la moyenne globale quand on intègre les plus vieux, et les plus vieux, ils regardent énormément la télé encore, 3h19, alors que les plus jeunes regardent 2 heures de télé, donc en fait aujourd'hui, retenez que sur les moins de 50 ans, on passe plus de temps sur les réseaux sociaux qu'à regarder la télévision, y compris Netflix. Retenez ça, donc aujourd'hui, si vos cibles c'est les moins de 50 ans, clairement le temps de passer sur ces médias est plus important. Et donc derrière, il faut travailler avec les créateurs de contenu. Donc voilà, c'est le message clé à retenir aujourd'hui en 2026. Pourquoi est-ce indispensable d'être sur les réseaux sociaux? Parce que vos clients y sont. Après, ils y sont. Maintenant, est-ce qu'en faisant passer des messages avec des créateurs de contenu, ça marche mieux que d'autres? Est-ce que faire de l'influence, c'est pertinent? On sait, d'après le baromètre Rich, que 65% des gens font plus confiance à un créateur de contenu qu'à une célébrité classique. Donc on voit l'impact, ce que nous on a théorisé comme le best friend effect, on voit cet impact qui est extrêmement fort. Et quand on demande au directeur marketing quels sont les médias les plus intéressants par rapport aux cibles de communication qu'ils ont, donc là on a une grosse matrice que je vous interprète maintenant, où on a demandé à ces directeurs marketing de classer tous les médias, l'influence, le SEO, le SEM, la radio, la télé, la presse, l'affichage, etc., par rapport à des objectifs de communication. Par exemple, développer la notoriété, toucher des sites thématiques, rajeunir sa cible, etc., etc. Donc il y a à peu près 13 médias et 14 objectifs de communication. Et on voit ici quel est le rang de chacun des médias. Donc par exemple, pour faire la notoriété, en 1, c'est la télé, en 2, c'est de l'influence, en 3, c'est du social ads, etc. Et globalement, vous voyez que la colonne influence est plus verte que les autres parce qu'elle est dans le top 3 dans beaucoup de critères. Et globalement, c'est le média qui répond le mieux au plus d'objectifs de communication. C'est le média le plus complet. Après, ce n'est pas forcément le meilleur média pour tous les besoins. Par exemple, toucher des cibles régionales, vaut mieux faire des campagnes géolocalisées, de l'affichage par exemple, ou de la radio, ou du social ads qu'on peut géolocaliser, que de faire de l'influence qui arrive en numéro 11. Développer les ventes, l'influence n'arrive qu'au milieu, 7e meilleur média. Voilà. Par contre, tout ce qui est développer la notoriété, expliquer son produit ou service, développer sa love brand, développer sa communauté, fidéliser, etc., on voit que l'influence est vraiment un média extrêmement intéressant, extrêmement complet. Donc pourquoi est-ce qu'aujourd'hui c'est important de faire de l'influence? 1, parce que c'est là où sont vos audiences, plus de 2 heures par jour, et 2, parce que c'est un média qui est extrêmement efficace dans la plupart des besoins de communication. Et donc, voilà, retenez ces messages-là. Quand on regarde maintenant les différences entre Instagram, TikTok, comment ça se passe en 2025? Globalement, les taux d'engagement déjà sont beaucoup plus élevés sur TikTok que sur Instagram, plus de 2 fois plus, voire 3 fois plus. Et ça, indépendamment des strates, c'est-à-dire que les petits créateurs ont des taux d'engagement sur TikTok de 13%. Taux d'engagement, c'est quoi, je vous le rappelle? C'est les interactions, donc les likes, les partages, les commentaires, divisé par le nombre d'abonnés. Donc voilà, 13% sur TikTok sur la nano-influence, 7% micro, etc. Et Instagram, c'est aussi plus élevé sur des micro-influenceurs que sur des gros. Voilà, retenez ça en moyenne, sachant que les taux d'engagement ont très fortement baissé sur Instagram ces derniers temps sur les plus grosses populations et plutôt tendance à augmenter sur les nano-influenceurs de moins de 10 000 abonnés, quand sur TikTok, ils ont plus tendance à augmenter, notamment on le verra du fait des fonctionnalités de partage de posts. Ce qu'il est important de savoir, c'est pourquoi est-ce qu'il y a cet écart-là entre Instagram et TikTok. Une des raisons dont on ne parle pas assez, je trouve, c'est qu'on a une différence de comportement entre TikTok et Instagram. Sur TikTok, on va suivre en moyenne, un utilisateur va suivre en moyenne 154 comptes, quand sur Instagram, on va plutôt en suivre 264.
Pourquoi cette différence? Parce que Instagram est un réseau sur lequel on a beaucoup d'amis, ou les amis Facebook qu'on récupère, voilà, notamment. Quand sur TikTok, c'est un média qui est très orienté contenu. Et donc, un taux d'engagement sur TikTok est beaucoup plus facile à faire puisqu'on a moins d'abonnés. Donc, bah, forcément, comme le taux d'engagement, c'est les interactions divisées par le nombre d'abonnés, et bah, derrière, nécessairement, ce taux, il est multiplié par presque 2 sur TikTok versus Instagram par cette mécanique. Deuxièmement, l'impact de ça, ça veut aussi dire que c'est beaucoup plus difficile, à peu près 2 fois plus, hein, on voit que la différence est quasiment de 2 entre TikTok et Instagram, c'est beaucoup plus difficile de trouver des gros influenceurs sur TikTok versus Instagram, parce qu'on suit moins de personnes en moyenne sur TikTok que sur Instagram. Voilà, donc retenez, ça c'est important d'avoir cette notion en tête du nombre moyen de comptes suivis, parce que ça permet de relativiser certains taux. Quand on regarde aussi le taux d'engagement des marques cette fois-ci, le taux d'engagement d'une marque est en moyenne de 3,8% et en forte progression par rapport à 2024, et c'est beaucoup plus important que sur Instagram, 8 fois plus que le taux d'engagement moyen des marques sur Instagram. Pourquoi? Parce que bah, les gens ont l'habitude de faire des partages et des sauvegardes qui rentrent dans le taux d'engagement. TikTok a aussi davantage récemment augmenté le nombre de formats longs, et donc comme la vidéo est plus longue, on a aussi plus tendance à la liker parce qu'on a plus d'opportunités de liker comme elle dure plus longtemps. Et puis globalement, TikTok bah, est très bon sur essayer de capter les gens sur des contenus qui intéressent l'algorithme d'intérêt, et donc mécaniquement ça fait aussi augmenter les taux d'engagement, donc c'est pour ça que ce taux a fortement augmenté. On le voit ici et on l'a vu tout à l'heure au niveau global par strate de créateurs de contenu. Instagram, quand on regarde ce réseau social, il y a eu un retour en force du nombre de publications postées au format carrousel. Pourquoi est-ce que les créateurs ont beaucoup fait de posts en format carrousel et plus que l'année d'avant? Parce que globalement, c'est pas si compliqué que ça, notamment avec les outils d'IA qui permettent d'accélérer la mise en place de ce type de contenu. Globalement, bah, les créateurs ont compris que ça développait l'engagement, que ça développait le temps passé sur les posts, et que ça développait aussi bah, le call to action, puisque ça permet de parler plus et donc d'inciter plus éventuellement à faire des actions type guide d'achat, à en savoir plus, etc. Donc le carrousel l'année dernière est un format qui a été fortement en augmentation. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que dans les comportements des gens, il y a un vrai comportement du partage sur TikTok, ce qui explique les taux d'engagement qu'on a vu tout à l'heure, puisqu'en moyenne, un post va avoir 248 partages. Ça me semble énorme à titre personnel, je suis incapable de l'interpréter. En tout cas, c'est ce qui ressort de cette étude de Social Insider. 248 partages sur TikTok versus que 18 sur Instagram. Je ne sais pas trop pourquoi, mais on voit qu'il y a une vraie viralité de TikTok. Et le partage, c'est quoi? C'est bah, je prends le post et je l'envoie à mes amis ou mes groupes d'amis sur WhatsApp, Messenger, ou en DM sur Insta notamment, ou sur TikTok. Donc on a plus tendance aujourd'hui, limite, à partager les choses qui nous intéressent qu'à liker. C'est plus des choses qui sont personnelles ou de se mettre en avant versus récompenser le créateur. On like peut-être moins, par contre on met plus en favori pour nous, ou on partage pour partager des choses à sa micro-communauté. Ça c'est aussi intéressant. Un peu dans le même type de changement de comportement, on voit qu'on cherche de moins en moins sur Google, on le fait de plus en plus aussi sur les plateformes sociales. 72% des internautes font leurs recherches sur les réseaux sociaux avant d'acheter. Et donc vous voyez où je veux en venir. En tant que marque, c'est essentiel que les influenceurs parlent de vous, parce que ça va influencer les actes d'achat et les taux de transformation. Aujourd'hui, quand on va dans un hôtel, on va plus tellement regarder, enfin aussi les avis sur Google Business, TripAdvisor et autres. On va aussi regarder ce que les gens ont dit sur l'hôtel, sur TikTok ou sur Instagram. Quand on veut acheter une perceuse, c'est pareil, etc., etc. Donc c'est vraiment important ce social search. Autre aspect, c'est qu'aujourd'hui, Google référence les Reels au-delà des vidéos YouTube. Et donc, quand vous faites une vidéo sur un réseau social, vous bénéficiez de tout ça. Vous bénéficiez de la présence dans le social search, vous bénéficiez de la puissance brute du post de l'influenceur, vous bénéficiez du fait que c'est référencié dans Google, et vous bénéficiez aussi du fait que les LLM s'entraînent notamment sur YouTube
Et donc, si vous avez des vidéos qui sont postées par des influenceurs sur YouTube, bah, vous pourrez ressortir peut-être dans ChatGPT, Claude et Gemini. Donc c'est vraiment, vraiment important, vous le comprenez, le fait que vos audiences passent du temps sur les réseaux sociaux, le fait que c'est des médias qui sont vraiment efficaces, comme on l'a vu tout à l'heure, et le fait que ça a des impacts aussi sur votre taux de transformation à travers le social search notamment, et à travers le partage. Et donc on voit que peut-être des actes d'achat se feront sur WhatsApp, mais c'est grâce à un contenu qui aura été généré par un influenceur. Donc c'est stratégique aujourd'hui de faire de l'influence. Je ne suis pas légitime pour le faire puisque je vends des plateformes pour faire de l'influence, mais vous voyez à travers ces études que vous devez vraiment vous poser la question de le faire. Si on regarde par génération, les générations Z, d'après l'étude Digital Global Overview Report, les générations Z, donc les 16-24 ans, privilégient les formats courts et vont aussi faire de l'achat impulsif sur des TikTok Shop notamment, on va en parler tout à l'heure, quand les millennials, eux, vont s'informer sur les réseaux sociaux, notamment à travers les carousels. Et il y a aussi Reddit qui commence à se développer, notamment en France, sur les sites d'avis techniques, les choses, c'est un peu le nouveau comment ça marche, même si le comment ça marche très bien, mais un peu général, voilà, en termes de communauté. Donc l'influenceur aujourd'hui, c'est clé aussi bien pour la génération Z que pour les millennials, vous l'avez compris. Les nouvelles frontières de 2026 en termes d'influence, on voit TikTok Shop, ça a quand même généré 20 milliards de dollars de chiffre d'affaires, gross market value. C'est pas la commission de TikTok, c'est le chiffre d'affaires généré sur TikTok Shop, c'est énorme. Hein. Et ils disent que 1 sur 3 qui regarde un TikTok Shop va acheter, donc un taux de transformation juste incroyable. Social search, on en a parlé, 40% de la Gen Z va d'abord rechercher sur les réseaux sociaux avant d'acheter. Et puis Reddit, on a une très très forte augmentation du nombre d'utilisateurs, 73 millions d'utilisateurs avec des utilisations quotidiennes qui augmentent fortement, plus de 20% l'année dernière. C'est bon sur cette partie. Je continue. On est à peu près à la moitié de notre webinaire, un peu plus d'ailleurs. Maintenant, l'IA. L'IA a bouleversé, bien sûr, tous les comportements et en particulier en influence. Aujourd'hui, 80% des marketeurs utilisent l'IA de façon hebdomadaire, voire 47% au niveau quotidien. Ils déclarent faire des gains de productivité de 82%. C'est vraiment important et on va voir les effets pervers de l'IA tout à l'heure. Voilà, c'est un élément clé dans les usages aujourd'hui. Voire les marketeurs disent qu'ils n'ont pas peur d'utiliser des influenceurs virtuels. Et là, ça pose des questions globales du marché de l'influence. Est-ce que un influenceur, ça n'est qu'un humain, ou c'est finalement devenu un média sur lequel on a plugué une tête d'humain qui n'est pas vraiment un humain? Il y a des influenceurs virtuels depuis longtemps, mais c'est sans doute une tendance qui va se développer énormément dans les prochaines années. D'ailleurs, notamment à travers les outils. Alors les outils utilisés, bon, sur l'idéation, c'est très très utilisé, je ne sais pas trop quoi faire, hop, je demande à Claude, à Jasper, à ChatGPT des idées. Sur les visuels, j'ai besoin d'un truc pour animer, d'un visuel pour animer mon post LinkedIn, boum, je le fais directement. Et les vidéos, il y a aujourd'hui de plus en plus de vidéos qui permettent de faire pas mal de choses, aussi sur du montage. Voilà. Donc retenez tout ça. Moi j'utilise HeyGen, j'ai créé mon avatar et assez souvent je m'enregistre et puis c'est mon avatar qui parle, ça va beaucoup plus vite que de tourner. Voilà, c'est peut-être moins naturel, mais je le fais assez souvent comme ça. Donc chacun ses petits trucs. La question c'est de trouver quel est le bon process pour soi ou pour son agence. Si vous voulez savoir quelles sont les IA, je vous conseille de regarder la cartographie des meilleures solutions d'IA générative. Vous pouvez le faire dans votre secteur et notamment dans le secteur marketing, ça vous donnera plein d'idées donc sur le Hub Institute. Allez-y, n'hésitez pas. Maintenant, comment l'IA est utilisée en influence? Je fais un webinaire sur le sujet, sur l'influence et l'IA. Voilà, je vous mets le lien si vous voulez vous y inscrire. Mais en tout cas, aujourd'hui, il est possible d'utiliser l'IA dans les phases d'idéation, dans les phases d'analyse de contenu. Sur Influence for You, par exemple, nous, on récupère tous les contenus vidéo et on les analyse tous. Et on fait du text-to-speech, ce qui permet ensuite, quand vous faites des recherches de contenu, que nous, on aille chercher dans les contenus vidéo, y compris quand l'influenceur n'en a pas parlé dans sa description. Ça, c'est important. On va aussi pouvoir le faire à travers des castings.
On a une fonctionnalité incroyable aujourd'hui. Je fais du Donald Trump là, c'est incroyable, mais celle-là, c'est juste vraiment incroyable. Vous mettez votre besoin, je cherche des influenceurs véganes qui adorent la moutarde par exemple. Vous faites ça et ensuite ça va vous permettre de trouver un casting des 10 influenceurs top qui ont déjà fait des recettes de vegan à la moutarde. Et puis après, vous allez pouvoir faire vos campagnes avec ces influenceurs. Donc plutôt que d'aller chercher des choses hyper compliquées, c'est l'IA qui le fait pour vous. Et donc je vous invite à le tester. Je vous mets le lien aussi du Magic Casting si vous voulez le tester. Ça ne marche pas dans 100% des cas, mais dans 90% des cas, c'est juste fou. Vous mettez votre requête, 10 minutes après, vous avez vos 10 influenceurs. Et pourquoi ces 10 influenceurs sont pertinents? Justement, ça permet l'IA de justifier des profils. Vous verrez tout ça dans le cadre de ce webinaire si vous vous inscrivez. L'IA permet de rédiger des briefs, des contrats, de traduire des choses et aussi de faire des reporting. Nous, sur la plateforme Influence for You, on donne à l'IA toutes les vidéos produites, toutes les stats et tout, et ça va faire une analyse de tout ça et vous dire si, par rapport à vos objectifs de campagne, la campagne a fonctionné ou pas. Ça permet enfin à l'IA de créer des contenus UGC. Aujourd'hui, il y a des plateformes qui permettent de créer des vidéos à travers des avatars, de générer de la musique, de faire du montage, etc. Donc l'IA est vraiment très 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 utilisée en influence, même si le cœur de l'influence, c'est le rapport entre l'influenceur et sa communauté. Mais vous voyez que toutes les tâches chronophages, etc., peuvent être simplement faites avec de l'IA et des outils comme Influence for You. Partie 4, affiliation et gifting, je vais y venir assez vite. L'affiliation, étude du baromètre de l'influence 2025, 1 euro investi rapporte en moyenne 8 euros de chiffre d'affaires quand on investit sur de l'influence en affiliation. Ce chiffre-là, il est vrai, mais c'est un peu un tautologisme, puisque la marque va mettre à peu près 15% de son budget en rémunération d'affiliation, et donc forcément, quand on a du chiffre d'affaires, comme on paye 15%, le ratio est de x8. Donc bon, voilà, j'interprète cette étude comme ça. C'est assez facile de dire 1 euro égale 8 quand on fait de l'affiliation. En gros, la vraie question qu'il y aurait à creuser, c'est quand on fait du branding, quel est le ROI de l'affiliation? Et ça, les études, c'est plus compliqué. Et donc, je ne les ai pas là. Et en plus, c'est pas si évident que ça à traquer, au vu de tout ce que j'ai dit tout à l'heure, notamment l'impact de l'influence en termes de SEO, sur les autres médias notamment. Le gifting, c'est quoi? C'est j'envoie des produits à des influenceurs gratuitement en attendant des avis sur les réseaux sociaux. On a vu l'importance d'être présent tout à l'heure. Le gifting est hyper intéressant pour ça. Si on doit retenir, quand on envoie un produit à un influenceur, en moyenne, l'influenceur a 22 000 abonnés. Là, je parle sans rémunération, hein. L'influenceur a 22 000 abonnés, le post fera en moyenne 4 300 vues. Donc si vous envoyez 100 produits, ça va vous générer 430 000 vues en moyenne pour 100 produits envoyés, ce qui est cool parce que si votre produit coûte 20 euros, 100 produits à 20 euros, ça vous fait 2000 euros. 2000 euros d'un côté, 430 000 vues de l'autre. C'est un super ratio, impact, visibilité coût, coût à la vue en tout cas. Et en plus, ces micro-influenceurs, comme on l'a vu, engagent très fortement et on permettent de massifier votre présence sur les réseaux sociaux. En termes de chiffres, donc ça c'est des chiffres issus des 3 plus grosses plateformes d'influence, donc Influence for You, Sampleo, Westkeepers. Il y a eu 15 000 campagnes de gifting réalisées en 2025 pour 321 000 posts réalisés. Ça fait à peu près 1,4 milliard de vues, 80 millions d'interactions. Donc c'est des chiffres qui sont vraiment impressionnants, c'est pas neutre. Et surtout l'avantage du gifting, vous l'avez compris, c'est de massifier votre présence sur les réseaux. En termes de process, les influenceurs ont fait à peu près 4 millions de postulations, puisque dans le process sur ces plateformes, on postule. La marque choisie à qui envoyer les produits, il y a eu 550 acceptations, et ça a permis de réaliser 321 000 posts, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire à peu près 70% des produits envoyés ont généré un post sur les réseaux sociaux. Donc vraiment intéressant le gifting en termes d'impact et de présence sur les réseaux sociaux. La partie 5, responsabilité en jeu humain pour 2026. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'influence marketing aujourd'hui? Il y a un vrai problème de santé mentale, puisqu'on voit qu'il y a une accélération énorme, on en demande de plus en plus. Il faut être présent sur les réseaux sociaux, l'influence marketing est stratégique. Les algorithmes demandent de publier quasiment au quotidien, donc c'est une sorte de saturation. Et 76% des marketeurs disent c'est très compliqué aujourd'hui et je croule sous le travail. Donc
préservez-vous et en fait la complexité c'est que pour se préserver, à la fois on va utiliser l'IA pour aller plus vite et en même temps c'est une source de stress parce que l'IA engendre le fait qu'il faut publier plus souvent. Mais globalement, si vous maîtrisez bien l'IA par rapport à d'autres acteurs, vous serez plus productif et ça va vous permettre d'éviter les tâches ingrates, le sous-titrage, resizing, etc. pour libérer du temps et être moins en situation de burn-out. Ça, c'est le premier point. Ensuite, si vous externalisez, vous pouvez le faire soit à travers une agence qui va vous offrir une certaine scalabilité, soit à travers des outils qui vous permettent de le faire facilement. Des outils comme Influence for You qui vous permettent de simplifier vos process et faire en sorte que ce soit les influenceurs qui viennent à vous. Et ça devient facile de piloter une campagne de 50 influenceurs simultanément sans avoir besoin de savoir où on en est, d'aller chercher. Enfin voilà, c'est très facile à faire. Donc préservez-vous. Et donc pour ça, utilisez des outils ou externalisez. Surtout utilisez des outils. Ça vous permet de garder une réactivité, un contrôle versus, je pense, externaliser. On en a parlé, 84% de conformité, ça c'est sur les enjeux un peu sociétaux. C'est excellent, la France est plutôt leader sur le domaine de l'influence marketing grâce notamment à la RPP, l'UMIC et tout le travail qui a été fait par l'ensemble des acteurs de la profession. On est très très loin des influenceurs de Dubaï, il faut vraiment enlever ça de la tête des gens, même si je sais que vous êtes au fait de tout ça. Les créateurs certifiés, ceux qui ont passé le certificat de l'influence responsable, en moyenne, ont 3 fois moins de manquements que ceux qui ne sont pas certifiés. Donc si vous travaillez, vous, en tant que marque, avec des influenceurs, privilégiez les influenceurs agréés ARPP, c'est important. C'est pas obligé, mais faites-le, ce sera mieux, vous serez plus en sécurité. Voilà, donc très peu d'influenceurs certifiés ne sont pas conformes parce qu'ils sont au fait des règles, et ça c'est clair. Sur l'IA, il y a des labels qui commencent à arriver, et notamment l'IA Act, qui va obliger les marques à déclarer les contenus IA à partir du 2 août 2026. Donc aujourd'hui, quand il y a des posts qui sont publiés dans le cadre de collaboration commerciale avec des influenceurs, ils doivent déjà mentionner que le contenu était généré ou retouché par l'IA. Ça c'est la loi sur l'influence. Mais à partir d'août 2026, l'IA Act fait que vous, en tant que marque, quand vous publiez sur vos comptes et que c'est retouché par l'IA, vous devrez le mentionner aussi. Quand on pose des questions aussi sur l'IA et l'éthique et la transparence, 35% des créateurs s'inquiètent de la propriété intellectuelle et de leur clone IA. Ça l'est encore plus dans le monde des comédiens et des acteurs. Et puis, la question qui va se poser, c'est comment est-ce qu'on arrive à rendre tout ça plus transparent et mettre en avant l'humain. L'IA Act va aider. Il y a des labels aussi qui font l'effet inverse, qui ne déclarent pas quand c'est fait par l'IA, mais plutôt quand c'est fait par des humains. Donc voilà, c'est intéressant de mettre en avant les humains. Après, voilà, c'est le sens de l'histoire. Pour finir, quelques éléments à retenir, vous l'avez compris, un marché de 600 millions d'euros, c'est 25% de croissance versus 2024, 15% des contenus seulement qui contiennent des marques sont en lien avec des opérations commerciales. L'audience aujourd'hui est sur les réseaux sociaux, près de 2 heures par jour, et en particulier les moins de 50 ans, comme on l'a vu tout à l'heure. L'IA bouleverse fondamentalement les pratiques marketing. L'influence marketing, on en a beaucoup parlé sous différentes formes, est vraiment très intéressante parce qu'elle répond à plein d'objectifs différents. Et notamment des changements aussi de concept, c'est que de plus en plus on fait moins attention aux likes, mais globalement le partage est quelque chose qui est très important. Enfin, c'est un média qui aujourd'hui est mature avec 84% de conformité. J'en ai fini avec ce webinaire. J'ai passé pas mal de temps dessus. J'espère qu'il vous a intéressé. Si vous voulez prendre rendez-vous avec Influence for You, je vous invite à cliquer sur le lien. Ça prendra rendez-vous avec soit moi, soit d'autres personnes d'Influence for You qui pourront vous aider et voir si des outils comme Influence for You peuvent vous être utiles. Je vous remercie d'avoir suivi ce webinaire et je vous dis à très bientôt. Au revoir.